Si vous avez une âme d'accompagnant et cherchez à vous former pour vivre de votre activité de thérapeute, alors je vous invite à découvrir aujourd'hui l'école de formation professionnelle à l'hypnose, le sponsor de cet épisode. L'école de formation professionnelle à l'hypnose vous propose une formation de 3 mois pour devenir un hypnothérapeute à l'expertise reconnue et aider hommes et femmes à transformer leur vie. Pendant la formation, qui est sous un format hybride entre le distanciel et le présentiel, l'accent est mis sur la maîtrise de l'hypnose avec un complément sur comment se vendre et développer son activité. Cette école est cofondée par Thibaut Goutier, hypnothérapeute, et Alexandre Dana, le fondateur de Live Mentor, que vous avez déjà entendu tous deux dans Métamorphose. Et spécialement pour les auditeurs de Métamorphose, l'école de formation professionnelle à l'hypnose vous offre une formation gratuite de 30 minutes pour comprendre comment devenir hypnothérapeute et vivre de cette activité confortablement. Alors rendez-vous tout de suite à l'adresse formation-professionnelle-hypnose.com ou sur le commentaire épinglé à cette vidéo pour vous inscrire. Bienvenue dans notre 5e série Ma santé au naturel, en compagnie du Dr Charrier, médecin généraliste formé à la phytothérapie clinique qu'il enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Il est expert et enseignant en endobiogénie qui favorise une médecine préventive et intégrative plus à l'écoute des patients. Il est aussi cofondateur de l'IEMPI, l'Institut d'endobiogénie, et auteur de ce nouveau livre Mes remèdes phyto au quotidien aux éditions Erol, en partenariat avec Métamorphose, qui est le livre tiré de cette série culte du podcast, pour retrouver tous ses meilleurs conseils de santé au naturel, mais également auteur de ce nouveau livre, Les bienfaits insoupçonnés de l'argile, avec le professeur Michel Rotureau aux éditions Erol également. Alors tous ces conseils de santé ne remplaçant évidemment pas vos consultations et suivis habituels avec votre médecin traitant. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. La fièvre est souvent considérée comme un symptôme gênant, mais en réalité, elle est un mécanisme de défense important pour l'organisme. Pour mieux la comprendre, savoir comment la gérer, que faire avec la fièvre, on retrouve aujourd'hui évidemment le docteur Jean-Christophe Charrier. Bonjour. Bonjour Anne, bonjour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, ce sujet de la fièvre, c'est un sujet que vous aimez bien d'ailleurs. Oui. Je crois. Il nous est déjà arrivé d'en parler hors antenne, notamment quand j'ai eu cet épisode de Covid où vous m'aviez donné pas mal de conseils sur comment gérer la fièvre. Est-ce qu'on sait finalement assez peu de choses encore aujourd'hui sur la fièvre, ou en tout cas même peut-être au niveau du grand public? Est-ce qu'il y a beaucoup d'idées reçues? Alors il y a beaucoup d'idées reçues. Je pense qu'on sait tout sur la fièvre, mais on a oublié beaucoup de choses. Oui, alors on va commencer par le démarrage. Voilà. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Pourquoi notre organisme se met à faire de la fièvre, à dépenser de l'énergie pour nous faire monter en température? Tout simplement parce que ça permet, c'est un moyen de défense qui permet de détruire essentiellement les virus. Les bactéries, elles n'aiment pas trop, mais les virus, ils n'aiment pas du tout. Et en montant en température, en fait, on casse l'invasion virale, et c'est un élément important pour lancer aussi tous les processus de la bonne inflammation, celle qui va lancer tous les éléments réparateurs de l'organisme. Donc une fièvre est importante. Elle fait peur aussi. Pourquoi elle fait peur? Parce que les enfants, ils n'ont pas leur système de thermorégulation suffisamment mature, et eux, ils peuvent monter beaucoup trop en température, et quand ça monte trop haut, ça crée des convulsions. Donc, qui a vu un enfant fébrile convulsé garde en soi une vision craintive de la fièvre, et on a peur de ça. Il y a une autre problématique. C'est mon cas. Enfin, j'ai pas une vision spécialement craintive, mais j'ai vu ma fille, une de mes filles, faire des convulsions. Voilà. C'est vrai que c'est impressionnant. C'est impressionnant, la convulsion. Puis une autre des problématiques de la fièvre, c'est que quand on monte en température, on transpire beaucoup et on se déshydrate. Et la déshydratation, c'est ce qui va entraîner parfois la mort des bébés qui se déshydratent très vite, mais aussi des personnes âgées. Donc effectivement, dans les deux extrémités de la vie, la fièvre peut être un problème quand elle est mal gérée, parce que les systèmes de régulation ne fonctionnent pas bien. Mais une fois qu'on est mature, qu'on est bien mûr, et ça arrive quand même assez vite, notre organisme sait gérer la fièvre et ne montera jamais trop haut.
Alors, chez les enfants, ce sera à partir de quel âge, justement, le système commence à être mature? Jusqu'à 5-6 ans, on va dire qu'on peut avoir des fragilités et après, on est beaucoup plus tranquille. D'accord. Mais c'est surtout chez les tout petits, jusqu'à 2 ans, où il peut y avoir plus de problématiques. 5-6 ans, parce que à partir de 6 ans, 6-7 ans, on a quasiment fini tout notre travail de maturation de nos organes qui nous aident à lutter contre les agressions. Et avant, on est tout le temps malade, on est des petits morveux, comme on peut dire, parce qu'on a toujours plein de sécrétions, plein de choses, parce on n'est pas très performant en fait, et donc on surproduit pour pouvoir se défendre. C'est dans la surproduction qu'on arrive à se défendre. Mais arrivé à 7 ans, on a finalisé toute cette maturation-là, donc après, tout est en place et on peut bien affronter les choses. Alors c'est intéressant peut-être, si on peut un peu rétro-pédaler, est-ce qu'on peut observer finalement comment la fièvre ou les perceptions de la fièvre ont évolué au fil du temps? Est-ce qu'en médecine, on a un peu de recul sur cet aspect-là? Bon, simplement un peu rapidement pour nous resituer ça. Surtout, en médecine, on a reculé, on va dire, par rapport à la fièvre, parce qu'on a inventé des médicaments qui effacent la fièvre, des antipyrétiques. Donc ces médicaments-là baissent artificiellement la fièvre. Et comme on est rentré dans une approche médicale très, 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 très symptomatique, il y a un symptôme, on l'efface. Et on est rentré dans ce réflexe en oubliant, pour la fièvre, à quoi ça sert. Donc c'est très bien d'avoir des médicaments antipyrétiques, parce que quand on est dans les situations extrêmes qu'on a évoquées tout à l'heure, là, effectivement, il faut prendre ces médicaments-là. Mais ça doit être des situations exceptionnelles. En fait, on doit respecter sa fièvre. Et pour ça, il y a plein de choses à faire que faisaient nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, sans même qu'on leur ait appris les choses. C'était tout à fait naturel. On va y venir. Alors, peut-être pour mieux se situer, à partir de combien est-elle dangereuse, que ce soit chez les enfants ou chez les adultes, ou dérangeante, évidemment, quand elle entraîne des migraines, par exemple, importantes. La précipitation, la coagulation des protéines se fait à partir de 42 degrés. Donc, comme on n'est constitué que de protéines, il faut éviter de devenir un œuf dur, en fait. Donc, il ne faut pas qu'on monte au-dessus de 42 degrés. Donc, une fièvre à 39 ne va pas abîmer votre structure protéique. Ça, c'est vraiment important. Et parfois, vous avez besoin de ce pic à 39 pour vraiment tuer une charge virale majeure qui vient vous envahir. Donc ce serait ça. Et chez les enfants, alors, chez les enfants, comme vous disiez, elle peut monter très vite. Donc, c'est là où il faut surveiller. Voilà, c'est là, il faut les surveiller. Et on peut les refroidir autrement qu'en mettant des antipyrétiques en première intention. Et autrefois, il était très, très courant de mettre des linges froids, imprégnés d'eau froide sur les plis inguinaux, sur la nuque, sur le front. Qui n'a pas eu sa grand-mère dans nos générations à nous, qui n'a pas eu sa grand-mère qui a mis un gant de toilette avec l'eau de fleur d'oranger froide sur le front quand on était fébrile. Ma grand-mère m'a fait ça. Je pense que la vôtre aussi, Anna, elle a dû faire des choses comme ça. Et maintenant, on ne fait plus ça. En fait, c'était pour refroidir. Et donc, on donnait aussi des bains. Et idéalement, on mettait l'enfant dans un bain d'eau à la température de son corps. Donc, s'il avait 38,5, on le mettait dans un bain à 38,5. Et après, on faisait couler de l'eau froide tout doucement dedans pour ramener le corps à la température de 37. Et ça soulage. Parce que le corps, il baisse sa température de façon non artificielle, mais de façon adaptative. Donc, il régule les choses. Et ça, c'est important. Alors que quand on met un médicament pour faire baisser la fièvre, on ne régule rien du tout. On impose à l'organisme de faire ça. Et on a des plantes qui sont fébrifuges et pas antipyrétiques. Donc, elles font fuir la fièvre et elles ne la baissent pas artificiellement. Pourquoi elles font fuir la fièvre? Parce qu'elles apportent des éléments de défense à l'organisme qui va s'en servir pour lutter contre l'agresseur. Et donc, du coup, on n'a plus besoin de la fièvre. Intéressant. Et on va voir quel type de remède. C'est vrai que le bain, il faut faire attention non plus à ne pas plonger un enfant dans un bain froid. Non, ça serait trop violent. Le choc adaptatif, là, il est trop agressif. Est-ce qu'il faut avoir un bon thermomètre? C'est un petit détail, mais en tout cas, moi, j'ai toujours du mal à me dire, est-ce qu'il faut un truc électronique qui prend la fièvre par le front? C'est que les enfants n'ont pas forcément envie qu'on leur mette le thermomètre, ni les adultes d'ailleurs, par voie rectale. Que sous les bras, c'est moyennement fiable, sauf si on est professionnel de santé, qu'on sait bien l'utiliser encore. Et cette question du thermomètre, elle est toujours un peu dans l'air, je trouve. J'ai ma fille qui m'appelle... Qui est étudiante et qui me dit j'ai de la fièvre, j'ai 38 de fièvre. Ok.
Et on fait, quand j'ai pu la voir, j'ai dit viens, on va mesurer ta fièvre. Et elle n'a pas su interpréter le thermofront, donc cette bande qu'on peut coller sur le front où la température monte, parce qu'il y a ça aussi, c'est des cristaux qui réagissent à la température. Donc, quand il se colore, eh ben, le chiffre apparaît, mais s'il se colore en rouge, et ça c'est paradoxal, mais s'il se colore en rouge, il faut enlever 0,33. S'il se colore en bleu, il faut rajouter 0,33. Donc c'est l'inverse déjà de ce qu'on a entre le rouge chaud et le bleu froid. Mais les cristaux, ils bougent comme ça en fait. Et donc déjà, elle avait surinterprété simplement un petit fébricule à 37,5, 6 quoi. Donc déjà, c'est l'interprétation des choses. Alors vous employez le terme de fébricule. Un fébricule, c'est une petite fièvre, c'est voilà, ça? Oui, une petite fièvre, une petite montée. Ouais. On monte en température dans la journée. Et la température la plus faible, elle est le matin au réveil. Et en fin de journée, on est plus chaud que le matin parce qu'on a été actif. Donc il y a on est chaud comme la braise le soir. Pardon? On est chaud comme la braise le soir. Ou comme des lapins, ça dépend. Oui, c'est ça. Parce que le matin, on est plutôt à combien en fait, en général, en on température? On est un petit peu en dessous des 37 et on est un petit peu au-dessus des 37 en fin de journée. Et puis, vous connaissez ce film 37-2. Avec Béatrice Dalle. C'est notre génération, ça aussi. 37-2 le matin, normalement, on n'a pas 37-2 le matin. Et quand on est une femme, qu'on a 37-2 le matin, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans notre corps et qu'on va attendre une bonne nouvelle en général. Ah, d'accord. Donc, c'est un autre cas de figure. Alors, revenons quand même sur les thermomètres. Quel est le bon thermomètre pour bien prendre la température? Le bon thermomètre, c'est le thermomètre rectal. Il n'y en a pas d'autre. Parce que là, on a la vraie température. Électronique ou mercure? Alors, l'électronique peut faire défaut. Le mercure, lui, il montera obligatoirement. Alors, les thermomètres au mercure ne sont plus au mercure. Oui. C'est plus du mercure qu'il y a dedans. Non. Et heureusement, parce que c'est très polluant. Et tant qu'on n'avait pas cassé le thermomètre, ça allait. Mais bon, maintenant, il y a un autre liquide dedans. Mais c'est de la loi physique. La température, elle est à un tel niveau. Le liquide, il va se dilater et puis on l'a gradué. La seule erreur qu'on peut avoir dans ces thermomètres, c'est que des fois, la petite barre en verre à l'intérieur du thermomètre en verre, elle s'est parfois désolidarisée, puis elle est un peu tombée. Donc on a une fièvre qui est inférieure, enfin qui est supérieure à celle qu'on mesure. Ça peut arriver sur les vieux thermomètres. Donc normalement, ça ne doit pas arriver, mais autrement, il n'y a pas d'erreur, c'est la meilleure valeur. Tout le restant, c'est que des approximations. D'accord, donc y compris les pistolets qui prennent comme ça directement sur. Si vous sentez fébrile et que vous arrivez de dehors, votre front il est froid, vous n'avez pas forcément la bonne température. Si je vous prends la température dans l'oreille, alors qu'il y a un bouchon dans l'oreille, on n'a pas la bonne température. Donc, et puis, si vous en avez acheté avec ce qui s'est passé ces dernières années, parce que maintenant il y en a de plus en plus des thermomètres comme ça, vous avez vite remarqué qu'il y avait souvent des erreurs et qu'on prenait 2-3 fois la température pour vraiment savoir. Donc ces outils sont intéressants parce qu'ils permettent de faire du dépistage rapide quand on sent quelque chose. Et si on a le moindre doute, on doit compléter avec la température rectale pour vraiment confirmer qu'on est en température. Parce que si vous vous sentez fébrile, et on va définir ça tout à l'heure, mais si vous vous sentez fébrile et que vous n'avez pas de température avec ces outils-là, vous ne pouvez pas vous permettre de dire que je n'ai pas de fièvre. Il faut vraiment là prendre la température rectale pour être sûr et certain que vous avez une fièvre ou pas. Alors justement, on va y venir tout de suite, vous venez de le dire. Quels sont les signes de fébrilité? On les connaît plus ou moins tous, c'est-à-dire les frissons, fatigue, pas bien. Courbature. Voilà, je me sens chaud. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des petits maux de tête, le coup de barre derrière la nuque qu'on peut avoir parfois. Des douleurs dans le bas du dos qui sont très liées aussi aux réactivités des surrénales. Tout ça, c'est les petits signes qu'on peut avoir où on sent qu'on est en pleine attaque virale à ce moment-là et que notre corps réagit. Les bactéries aussi nous font monter en température, mais en général, on monte beaucoup moins haut avec les bactéries. Donc très bien. Et puis évidemment, on a envie de savoir quelles sont les solutions pour accompagner, on va dire ça comme ça, la fièvre, plutôt que justement de l'arrêter, ou alors l'arrêter, mais en lui donnant une autre solution, ce que vous évoquiez tout à l'heure. Ouais, parce que la fièvre, elle est là pour lancer tous les processus de l'immunité aussi. Donc si on casse la fièvre de façon artificielle, on bloque une partie de l'efficacité de l'immunité, donc on va aggraver la maladie qui nous envahit. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc les solutions, c'est si jamais je suis obligé de mettre un médicament antipyrétique, il faut que je mette derrière une dynamique qui va booster l'immunité du corps, autrement que par la température.
Donc il y a des plantes pour ça. Il y a l'échinacée qui est bien connue, qui est une plante qui va améliorer l'immunité. Il y a toutes les plantes adaptogènes qui vont travailler aussi là-dessus. Donc on connaît le ginseng, on connaît le gingembre, on connaît aussi le cassis, la rhodiole, enfin toutes ces plantes-là. L'éleutérocoque, c'est des plantes qui peuvent nous aider à booster cette immunité. Alors, on en choisit une, j'imagine, pas oui, toutes, on ne fait pas un cocktail. Alors, elles agissent un peu à des niveaux un petit peu différents. Cassis et échinacée, par exemple, ça peut être un bon couple. Ça peut être un bon couple, tout à fait, oui. On peut plutôt en gémeaux ou en teinture mère, là, d'ailleurs? Alors, le cassis, gémothérapie. Moi, j'utilise toujours le cassis en gémothérapie. Oui, bourgeon, alors. Ouais, en bourgeon. Pour tout ce qui va être gestion et soutien des surrénales, c'est la meilleure forme galénique qui soit, que ce soit en concentré ou que ce soit en dilution. Donc, ce soutien de ces dynamiques est vraiment important, surtout si je mets un médicament antipyrétique. Si je ne mets pas de médicament antipyrétique, mais que je mets des plantes fébrifuges, je vais sélectionner surtout les plantes qui vont aussi avoir une action dynamisante sur l'immunité. Et si en plus elles ont des propriétés qui soutiennent le pancréas, on parle souvent du pancréas quand on fait de la médecine de terrain, si on a des plantes qui soutiennent le pancréas, on va limiter l'état congestif de l'organisme et tout ce qui fabrique ce bouillon de culture dans lequel va vivre la bactérie ou le virus qui nous agresse. Donc pour ça, on a une des meilleures, pour moi, c'est l'aigre moine. La fameuse, dont on parle beaucoup dans nos émissions, Docteur Charrier. Ouais, la fameuse aigre moine. Alors moi, j'en ai des stocks à la maison. Les gens qui reviennent chez moi, qui sont un peu fébriles, ils repartent avec de l'aigre moine. Voilà, tout à fait, ça marche bien. Hein. Oui. Et si on peut rajouter aussi un peu de gingembre frais avec cette aigre moine. Si on veut vraiment amplifier l'effet fébrifuge, ça marche très très bien. Donc c'est une tisane qu'on fera et qu'on laissera infuser au minimum 12 minutes, parce qu'autrement c'est une tisane d'agrément, c'est pas ce qu'on cherche. Donc 12 minutes, pas beaucoup plus, parce qu'après on prend des amers qui sont pas très agréables à boire. Et après, c'est pas la peine de rajouter de l'eau froide dedans, la mer sera toujours là. Donc 12 minutes, voilà, top chrono, c'est ce qu'il faut. Dans une eau qui est juste avant l'entrée en ébullition. Il faut être juste en dessous des 100 degrés, donc plutôt du 90-95 degrés pour faire la meilleure des infusions. Et puis, et on laisse donc infuser 12 minutes et on va boire 1 à 3 tasses par jour, voire 1 litre par jour si on est en grand état fébrile. Ce qui est important aussi, c'est que avec la fièvre, on transpire beaucoup, on perd beaucoup de minéraux. Donc c'est bien d'avoir une alimentation hydrique très riche en minéraux. C'est pour ça que nos grands-mères nous donnaient des bouillons. Et l'avantage du bouillon, c'est qu'on mettait aussi le pancréas au repos. Donc on ne surchargeait pas le pancréas. De nos jours, on a plutôt tendance à bourrer nos enfants fébriles avec des steaks et de la purée parce qu'il faut qu'ils se nourrissent, le pauvre petit, pour se défendre. Alors en fait, c'est la pire des choses qu'on fait parce qu'on augmente son travail et on met de l'énergie sur du digestif alors qu'il a déjà une nécessité à mettre son énergie sur autre chose. Et on a des stocks dans notre corps, donc on peut assumer une journée ou deux de bouillon et de soupe sans dépérir. Alors quand vous parlez de cette boisson remède aigre moine gingembre, c'est vrai qu'on a fait déjà des émissions et puis en période d'approche de l'automne, approche de l'hiver, etc., immunité, où vous rajoutiez aussi de la cannelle. Alors ça, c'est plutôt avec le citron et la cannelle, auquel je rajoute du thym et des clous de girofle. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut faire très facilement, peut-être plus facilement que l'aigre moine d'ailleurs, parce que les citrons, il y en a partout, et dans le premier bar qui est à côté de chez nous, il y en a en général. Donc idéalement, c'est un citron chaud, donc idéalement, c'est un citron bio qu'on aura coupé en deux et qu'on aura fait bouillir pendant 3 à 5 minutes avec son écorce et qu'on aura écrasé dans l'eau de cuisson. C'est la base du grog, en fait, hein, c'est ce citron-là. Quand on n'a pas de citron bio, ou quand on est en ville et qu'on sent qu'on est en train d'être envahi, vous avez eu un coup de froid, une pluie qui vous est tombée dessus, il y a un peu de vent, et vous sentez que vous rentrez dans le terrain fébrile, vous arrêtez dans le premier café, vous demandez un citron chaud, là ils vont vous faire un jus de citron avec de l'eau chaude dedans. Et là, ce qui est bien, c'est soit on rajoute de la cannelle en poudre quand on est au café. Si on est à la maison, si on a un bâton de cannelle, on le fait bouillir avec notre citron, ou on met une cuillère à café de cannelle en poudre à bouillir avec notre citron. Et si on est très fébrile, on rajoutera du thym et des clous de girofle qui vont nous permettre d'être très antiseptiques et stimuler tous nos systèmes de défense par rapport à cette agression. Combien de clous de girofle on peut mettre à peu près ? 3 à 5 selon leur taille et selon notre agression. Et puis pour le thym, on dit une branche de thym, donc ça fait une pincée de thym, quoi.
Pour le citron, quand vous dites il faut faire bouillir le citron, ça tue pas quand même les vitamines de faire bouillir comme ça? Ça permet de ramollir l'écorce du citron et de libérer les essences. Et elles sont bien plus puissantes que la vitamine C que contient le citron. Et cliniquement, ça marche très bien. Donc ça me suffit comme preuve. Parfait. Non, mais c'est bien, merci pour la précision, parce que parfois on dit qu'il faut mettre plutôt de l'eau tiède avec le citron. Ça dépend ce qu'on cherche. Oui. Si on cherche que la vitamine C, d'accord, mais si on cherche le citron dans son entier, c'est différent. Parce que là, on rentre encore dans une logique qui est une logique symptomatique où on résume une plante à un de ses principes actifs. Or, une plante, quand on l'utilise en phytothérapie clinique, on utilise ce qui se rapproche au plus près du totem de la plante, donc ce qui apporte au plus près l'ensemble des composants de la plante. Ou d'une partie de la plante. En l'occurrence, le citron, c'est le fruit du citronnier. Donc on n'a pas la totalité du citronnier dans le citron, mais on a la totalité du citron, du fruit. Du fruit. Alors, si on poursuit justement sur tout ce qui est fébrifuge, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme plante? La quinine, par exemple, autrefois, qui était utilisée. Le quinquina, le quinquina. Est-ce que ça ne fait pas encore partie de la thérapeutique actuelle? Il faut être un peu méfiant? Non, pourquoi donc? Pas spécialement, d'accord. Non, avec la quinine en phytothérapie, on n'a pas de problème. On la trouve sous quelle forme d'ailleurs? Schweppes. Sans citer de marque, malheureusement, il y a un peu de sucre dedans. Oui. Mais c'est quoi le Schweppes? C'est Indian Tonic. L'Indian Tonic, c'est du quinquina en boisson, à boire comme ça tous les jours. Donc si c'était dangereux, il y a longtemps que le Schweppes il serait interdit. Et pourquoi le Schweppes existe? Parce que les Anglais ont racheté le diplôme. Le brevet, de fabrication d'une boisson gazeuse, parce que Monsieur Schweppes était un horloger suisse qui a dépensé tout son argent et qui a inventé le principe pour faire des boissons gazeuses. Et il a été ruiné, et le brevet a été racheté par les Anglais, qui ont fait la recette de la boisson Schweppes. Ils ont mis l'apostrophe S à la fin, pour faire très anglais, et tout ça pour que leurs Anglais qui étaient partis dans les Indes et qui subissaient la malaria, parce que le paludisme en anglais c'est la malaria, c'est la même maladie, puissent se prémunir de ça avec cette boisson-là. Donc elle était un peu transformée pour arriver aujourd'hui, mais voilà. Alors pour être plus sérieux, vous pouvez trouver de la quinine, du quinquina. La quinine, c'est une molécule, le quinquina, c'est la plante. Le quinquina, vous le trouverez en extrait fluide facilement chez votre pharmacien. Et en prenant des doses raisonnables, à 25 gouttes, 1 à 3 fois par jour, ça peut être très aidant. On peut aussi trouver des tisanes, peut-être, en herboristerie? Oui, vous avez la reine des prés, par exemple, qui est Spiraea ulmaria. Donc le spire, c'est le spire de aspirine. Vous avez le saule blanc, Salix alba. Salix, c'est de acétylsalicylique de aspirine. Donc on voit qu'on a deux plantes qui sont à l'origine d'un médicament connu qui est l'aspirine. On a transformé un petit peu un extrait de ces plantes. C'est pour ça qu'il y a le A devant, parce qu'il y a une acétylation. Donc l'aspirine est antipyrétique. La reine des prés et le saule blanc sont fébrifuges. D'accord. On retrouve cette distinction entre Tout à fait, parce que le saule blanc et la reine des prés, ce n'est pas qu'une molécule, mais toute une synergie. L'aspirine vous fait des trous dans l'estomac. La reine des prés guérit les ulcères à l'estomac. C'est extraordinaire. Excellent. La fièvre, si on doit rester par exemple à 39 ou 40, combien de temps on peut tenir comme ça? Le gros problème, c'est la déshydratation. Donc il faut être bien hydraté et il faut refroidir. Donc on va refroidir effectivement avec des linges froids, comme on a dit, ou même des glaçons dans un gant qu'on va poser. Voilà. Donc ça doit descendre. Si ça ne descend pas, ça peut descendre et remonter, ça c'est pas grave, c'est yo-yo, au contraire c'est l'organisme qui se défend puis qui perd des défenses, donc qui remonte en température et qui se redéfend. Après quand ça reste trop longtemps, là effectivement c'est le moment où on va instaurer un traitement antipyrétique. Mais de toute façon sur une fièvre qui s'installe, il faut voir un médecin. Il faut être sûr qu'il n'y ait pas une autre maladie derrière, parce qu'on peut avoir des maladies qui dérégulent nos centres de thermorégulation et qui n'ont rien à voir avec une infection virale ou bactérienne. Oui, j'étais avec des personnes hier soir qui me racontaient justement que leur fille avait eu aux États-Unis la maladie de Kawasaki, qui est assez rare. Tout à fait. Plutôt, je crois, une maladie qui touche plutôt les nourrissons, garçons de population asiatique, d'après ce que j'ai compris. D'ailleurs, son nom l'indique aussi. Et qui donne des très fortes fièvres qui sont assez peu connues aujourd'hui de la médecine, même classique. Tout à fait. Comme c'est une maladie rare, on n'y pense pas toujours.
Et si déjà les médecins ont du mal à y penser, vous pensez bien que les gens qui n'ont aucune formation, ils n'y pensent pas du tout. Oui. Hein. Donc, moi, j'ai dû en connaître que 2 Kawasaki dans ma carrière. Donc, vous voyez, c'est quand même exceptionnel. Oui. Alors, ne vous focalisez pas là-dessus, j'en parle parce que justement... Non, mais pour dire qu'une fièvre inexpliquée, ça nécessite un bilan. Et parfois, le médecin généraliste ne peut pas aller plus loin dans le bilan. Donc, il vous envoie chez un médecin interniste qui fait de l'endocrino, qui fait tout ça et qui va pousser des diagnostics. Des fois, il y a des fièvres qui sont liées aussi à des cancers. Donc, ça peut être le premier signe de découverte d'un cancer, une fièvre qui traîne comme ça. Donc, ça peut nécessiter un bilan. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger une fièvre qui traîne. Une attaque virale ou bactérienne, ça dure maximum 8 jours. C'est déjà beaucoup trop, 8 jours. En 5 jours, normalement, ça doit être réglé. On a vu justement pendant la période de Covid, la crise sanitaire, la crise Covid, qu'il y a des gens qui ont entraîné des fièvres pendant assez longtemps. Tout à fait. Alors après, il y a une partie de la problématique, c'est qu'on a beaucoup consommé d'antipyrétiques dans cette période-là. Et c'est un grand débat, mais on peut en discuter. Moi, je pense que c'était une grande erreur de le mettre en systématique. Et je pense qu'on n'aurait pas eu autant de problématiques de fièvre qui dure s'il n'y avait pas ça. D'ailleurs, moi, mes patients, je n'ai pas eu ce problème avec mes patients. On ne m'a jamais rappelé pour ce genre de problématique. Donc intéressant, tout ce qui est, quand vous dites antipyrétique, qu'est-ce qu'on met dedans? Donc on met, vous l'avez dit, l'aspirine, évidemment tout ce qui est paracétamol, mais aussi tout ce qui est type ibuprofène. Voilà, des anti-inflammatoires. Voilà, anti-inflammatoires. Peuvent être antipyrétiques parce qu'ils ont une activité anti-inflammatoire. D'accord, donc on les met quand même dans le même... Et beaucoup d'antalgiques sont antipyrétiques parce que c'est très très lié. Et il n'y avait qu'un seul médicament dont j'ai oublié le nom qui était... antalgique non antipyrétique et qui n'existe plus depuis plus de 10 ans, donc c'est plus la peine de retenir le nom du médicament. Mon grand-père pharmacien a dû connaître à une sûr. Époque. Oui. Et à l'époque, moi je travaillais beaucoup à l'hôpital et je réclamais beaucoup ce médicament-là parce que quand vous masquez une fièvre, vous pouvez masquer des diagnostics aussi. Intéressant. D'autres choses à savoir sur la fièvre ou est-ce qu'on a à peu près fait le tour en tout cas pour... Oui, sur quoi on peut... appuyer le discours, c'est qu'il faut garder une bonne hydratation. Il faut avoir une alimentation légère, la moins grasse possible, la moins lourde à digérer possible. Les fruits sont bienvenus dans ces périodes-là. Donc on peut faire, d'abord ça rafraîchit de manger des quartiers de mandarine, un grain de raisin, toutes ces choses-là. Et puis il faut que l'entourage soit vigilant par rapport au fébrile pour justement éviter de voir qu'il commence à devenir un peu incohérent dans ses propos et tout ça. Et là, ça peut être, c'est pas que ça peut, il est indispensable d'appeler le médecin pour savoir. Voilà, et puis une grande vigilance, on a dit, chez les petits. Tout à fait, bien sûr. Important, notamment de les découvrir aussi quand ils ont de la fièvre. Alors, il ne faut pas faire monter la fièvre en forçant les choses, parce qu'il y a des gens qui font ça aussi en surcouvrant. En disant il va transpirer un bon coup, non, faut éviter. Ça, c'est pas forcément un bon réflexe. Il faut l'accompagner, c'est ça que j'ai envie de dire. Donc, ça veut dire de la surveillance, ça veut dire tout ça. Il y a les antipyrétiques majeurs, c'est les corticoïdes aussi. Et donc, on peut, en étant très simpliste, mais gérer toutes les infections avec des antibiotiques et des corticoïdes. On a tout masqué, donc ça va très vite. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas du tout aidé notre organisme à se défendre par lui-même. Et au contraire, on a endormi des systèmes de défense. Et donc là, c'est la meilleure façon pour entrer dans la chronicité et être malade tout l'hiver. D'accord, donc c'est bien d'avoir ça en tête. Dernier point sur la fièvre, avant de nous quitter, que j'avais en tête et qui a disparu. Je revenais simplement parce que vous parliez de l'hydratation, je pensais au bouillon. Parce que quand j'ai eu cet épisode de Covid un peu long, c'est vrai que j'ai redécouvert, notamment grâce à vous, les bouillons. Et c'est vrai que je me sentais parfaitement hydratée et nourrie. Et oui. En mettant du thym aussi dedans, des herbes, tout un tas de choses. Le thym, le romarin sont bienvenus. C'est délicieux, un bon bouillon, c'est absolument remarquable en termes même gustatifs. Oui, bien sûr. On peut le garder combien de temps? On le garde au frais? Oui, il faut le garder au frais. Après, tout le problème, c'est que le bouillon, c'est pas autre chose qu'une infusion de légumes. Ou une décoction de légumes, on va dire. Une décoction, c'est ça. C'est plutôt une décoction de légumes. Donc, tout ça s'oxyde au bout d'un moment et ça perd vraiment ses propriétés bénéfiques. On peut choisir les bons légumes pour ça ou les bons aromates à mettre dedans. Donc, qu'est-ce qu'on met dans le bouillon? Allez, on va le dire comme ça, on a la bonne recette. Qu'est-ce que je vous ai dit de mettre? Alors moi, j'avais mis, justement, je vous l'ai dit, du thym. J'avais mis, je crois que c'était des courgettes, même si c'était pas trop la saison.
des carottes, des oignons, de l'ail. Qu'est-ce que j'avais mis dans ce... L'oignon, c'est un puissant fébrifuge, par exemple. Ouais. Les anciens, parfois, ils mettaient même des rondelles d'oignon sur la plante des pieds, à tenir avec des bandes ou des chaussettes pour faire baisser la fièvre, parce que les essences de l'oignon passaient la peau à cet endroit-là. L'ail, c'est un puissant antiseptique aussi. Donc là, on avait déjà 2 choses. Le thym, il va booster les surrénales, va freiner le parasympathique, donc va conditionner tous les éléments de défense pour booster l'immunité. Les courgettes vont être nutritives. On aurait pu mettre un poireau aussi qui serait... Oui, j'avais mis du poireau, peut-être même de la patate douce. Ouais, donc la patate douce, elle est intéressante pour être nutritive de façon sans surcharger le travail. Le poireau, il va avoir une activité de drainage rénal, donc il va aussi aider à éliminer les toxines. Donc là, on a vraiment toute une bonne synergie pour que notre organisme il ait ce qu'il faut. Il ne faut pas oublier que tous les légumes donnent des minéraux, des oligo-éléments. Et ces minéraux, ils sont vraiment importants. Et on peut saler le bouillon. Et parfois, s'il y a eu beaucoup de transpiration, beaucoup de fièvre, on peut le saler un peu plus qu'on le ferait pour un bouillon d'un repas normal. Oui, tout à fait. En tout cas, j'ai un bon souvenir, malgré tout, malgré ce Covid, de ce très bon bouillon que j'ai pris pendant 3 ou 4 jours. Et en plus, ça réveillait le goût et ça évitait peut-être, par les propriétés du thym, dans ses propriétés anti-inflammatoires, le fait qu'on ait ces problèmes de perte de goût et d'odorat. J'ai pas eu ces pertes-là, en effet. Donc, très bonne association. Merci infiniment. Je crois qu'on sait pas mal de choses, un peu plus. Ça nous a éclairé en tout cas sur la fièvre. Et puis, on rappellera jamais assez les conseils que vous venez de redonner. Si la fièvre dure, si c'est trop haut en température, évidemment, il faut tout de suite consulter. Voilà, il faut consulter, puis il faut prendre la fièvre. Parce qu'il y a des gens qui disent « moi, j'ai jamais de fièvre », c'est pas vrai. Ils la ressentent pas forcément. Mais quand on est malade, il faut prendre la fièvre pour savoir si elle est réelle ou pas et jusqu'à quel niveau elle monte, parce que ça, c'est aussi un manquement de nos jours. Comme dès qu'on va mal, on prend un paracétamol, du coup, on n'a pas l'expression des choses. Et ça, j'aimerais que ce soit le réflexe à arrêter et respecter ce que notre corps fait, parce que s'il le fait, c'est pas pour nous embêter, c'est vraiment pour nous défendre, et respecter aussi le temps de convalescence qu'on a après cette agression. Parce que là, l'organisme se renforce en travaillant sur ce temps de convalescence et va vous rendre beaucoup plus performant pour lutter contre la prochaine infection. Ce qui n'est pas du tout le cas si vous êtes totalement substitué dès le début à votre organisme parce que vous êtes agressé. Donc parfois, on croit gagner du temps et parce qu'on ne va pas accepter, on va vite gérer les symptômes. Mais en fait, on perd du temps dans le temps et on perd de l'efficacité parce qu'on va s'épuiser à être toujours malade, à être toujours sur ces traitements substitutifs. D'ailleurs, vous me faites penser, on ne va jamais réussir à terminer cet épisode, mais dans mes enfants, il y en a une qui monte sur les 3, il y en a une qui monte très vite en température et l'autre, c'est comme un peu les serpents, on a l'impression que c'est vraiment un humain au sang-froid. Ouais. Et donc, même si elle a l'air d'être fiévreuse, la température ne monte pas ou très peu. Et oui, c'est pas du tout le même terrain. C'est pour ça, moi, sur mes 3, j'en ai 2, elles sont comme ça. Il y en a une quand elle est malade, elle est vraiment malade, on la voit pas pendant 8 jours. Et puis il y en a une autre, ça dure une demi-journée. Il y en a une qui a fait la varicelle avec des boutons partout et l'autre en même temps, parce qu'elles sont très peu d'écart. Et l'autre, elle a fait 2 boutons et c'est passé comme ça. Mais alors, les personnes qui montent très peu en température, est-ce que ça peut masquer autre chose ? Non, justement ? Si elles montent très peu en température, c'est qu'elles ont une très très bonne immunité et qu'elles gèrent très bien les choses, donc elles n'ont pas besoin de la température pour soutenir ou... D'accord. Donc pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude du tout, au contraire. C'est plutôt un très bon terrain. Bon, mais c'est parfait. Merci infiniment, Docteur Jarrier. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.